Répondez honnêtement, est-ce que vous pensez savoir à quoi ressemble l'escarabée? Sans doute pas une idée précise de tous les scarabées, vous dites-vous dans votre sagacité qui vous caractérise, car vous savez qu'il y a un piège. Mais bon, oui, vaguement, un scarabée, je vois l'idée quoi. Fin de la citation imaginaire. Dans cette vidéo, on va parler d'escarabées, des vers, des trucs mous et collants qui constituent la biosphère. Génial! Et on va essayer de comprendre notre place dans cette mince croûte vivante, écrasée entre un gros caillou et le vide spatial. On vit dans une bulle biologique. Un peu de la même façon dont nos amis partagent généralement le même socle idéologique que nous, ou que le contenu internet qu'on consomme est généralement basé sur le contenu qu'on a déjà consommé, les espèces vivantes que nous fréquentons sont une bulle. Une toute petite partie de la biosphère. Si on fait la liste des organismes qu'on fréquente au quotidien, on se rend compte assez rapidement que la plupart sont soit des espèces domestiques, fruits de milliers d'années de sélection artificielle, soit des plantes à fleurs. Et très souvent les deux en fait. Parce que la plupart d'entre nous habitent dans des endroits relativement peu riches en biodiversité, des maisons propres quoi, et qu'on ne perçoit pas le vivant microscopique, les bactéries, les levures et les protistes qui flottent autour de nous en permanence, on finit par avoir une vision un peu biaisée de ce qu'est le monde vivant. Dans cet épisode, je vais tenter de vous donner une idée de ce qu'est vraiment la biosphère. Bref, on va essayer d'éclater la bulle. Imaginons que vous soyez transporté dans la grande bibliothèque du vivant. Dans cette pièce carrée de 5 mètres de côté, les murs sont remplis de livres du sol au plafond. Sur les arêtes des livres, on peut lire les différentes boîtes dans lesquelles les biologistes rangent les organismes. Règne, embranchement, classe, ordre et ainsi de suite. Lorsque vous ouvrez un livre, vous vous rendez compte que chaque page est une espèce avec sa photo, son nom latin, une petite description. Renaud, le renard. Page suivante, une nouvelle espèce, nouvelle photo et nouveau nom latin, et ainsi de suite, 2 millions de fois. Autant qu'il y a d'espèces recensées par la science aujourd'hui, ce qui fait donc 4000 livres de 500 pages chacun, qui feraient une pile de 150 mètres de haut et qui sont répartis sur 4 murs et 7 étages de bibliothèque. J'ai fait mes calculs, ça fait un paquet de bouquins. Il n'y a pas de bactéries ou de virus dans la bibliothèque, on expliquera pourquoi à la fin, donc juste des eucaryotes, des organismes dont les cellules ont un noyau. Si on cherchait le livre qui compile toutes les espèces avec lesquelles on a interagi dans une journée normale, ça donnerait sans doute un truc pas bien épais. Disons que vous avez un chien, un chat, que vous avez vu un pigeon dans la rue, vous avez une dizaine de plantes vertes différentes en déco, et peut-être, allez, le double d'espèces végétales dans le frigo. Salut à toutes et à tous. Ça fait une cinquantaine d'espèces, grand max. Vous voyez dans votre quotidien l'équivalent de 3,5 mm d'épaisseur de la bibliothèque. Partons de ça et voyons combien de pages et de livres on arrive à remplir avec chaque taxon, chaque groupe du vivant. En 2018, un article dénombrait presque 6500 espèces de mammifères identifiées, ce qui inclut les saïgas, les colugos, le chlamydophore tronqué, les solénodons, le rhinocéros de Sumatra, les potamochères et les lamantins. Ah oui, préparez-vous à prendre un maximum d'exemples dans la gueule. Donc 6500 pages pour le grand livre des mammifères, ce qui donne 13 volumes de 500 pages. Plus de la moitié de ces bouquins parlent des rongeurs et des chauves-souris, et au total, ces animaux poilus mignons et pourtant parfois exotiques ne couvrent qu'à peine 50 cm de notre bibliothèque imaginaire. Un tout petit truc planqué au fond d'un des rayons, et tout ça c'est nous et nos cousins proches. Voyons nos plus proches voisins dans l'arbre du vivant. Oiseaux, reptiles, amphibiens, environ 25 000 espèces recensées au total. Avec des exemples aussi étonnants que le engoulevent porte-étendard, le céphaloptérus penduligère ou le tragopane de Temminck, on peut affirmer sans trop se mouiller que si on a vécu en Europe toute sa vie, on a une assez mauvaise idée de la diversité des oiseaux. Et chez les reptiles et les amphibiens, c'est pareil. Chez les oiseaux de paradis, il y a vraiment des couleurs assez hallucinantes. Donc là, c'est l'oiseau de Wilson, avec la tête bleue comme ça, c'est magnifique. Explosion! Le barbican à poitrine rouge. Un oiseau avec une barbe, il a... Un oiseau avec une moustache. Messager sagittaire, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est des oiseaux africains qui courent hyper vite. Tous les céphaloptérus, ils ont tous ce gros truc là qui pendouille. Chez les reptiles, voyons un petit peu. Donc on a l'Antanotus borneensis, ce qui se rapproche le plus d'un dragon sur Terre, je pense. Si vous pouvez cracher du feu, ça rendrait l'univers un peu plus stylé. Quelus fimbriata, grosse tortue avec une bonne bouillasse des familles. Hein. Gavial du Gange, avec une bouche de gros lover, quoi. Vraiment ce sourire. Je vois trop la grand-mère qui dit « T'es vraiment le plus beau, mon petit chéri !» La tortue au look punk. La tortue avec un très long cou. Un serpent avec un nez rigolo. Un gecko avec une galaxie au fond des yeux. Et chez les amphibiens, donc, Gastrotheca cornuta est donc ma nouvelle grenouille préférée. Elle a vraiment une tête incroyable. La grenouille la plus connue d'internet, qui ressemble à une testicule bien triste. Myobatrachus gouldi, on dirait qu'elle est allée à la salle, elle passe son temps à pousser de la fonte, elle a vraiment la tête
Et les stocks de ouf. Bref, là, c'est vraiment les bestioles qu'on retrouve très souvent dans les compilations d'animaux rigolos. Maintenant, essayons d'aller plus loin. Avec les oiseaux, reptiles et amphibiens, on remplit 50 bouquins de 500 pages environ. On est déjà très loin des mammifères, mais en fait, on ne fait que commencer. Tout ça n'était qu'une mise en bouche, car les poissons recensés aujourd'hui, qu'ils soient osseux ou cartilagineux, remplissent au moins 68 volumes. 34 000 espèces identifiées. Et dans cette suite de bouquins, on a des espèces aussi marrantes que la secrétaire de Monstres et compagnie Razovski. ou ce ruban de GRS. Mais ça, à la limite, c'est même pas les espèces les plus incroyables des poissons, parce qu'on a des espèces comme le Macropina microstoma qui est mais incroyable, avec un crâne transparent et des yeux qui regardent au-dessus, depuis l'intérieur du crâne. C'est complètement dingue. Testons son efficacité. Ouais. Toujours dans les yeux, il y a l'anablebs. Chaque œil est divisé en deux. Il y a une partie qui regarde au-dessus de la surface et l'autre partie qui regarde en dessous de la surface. Comme ça, quand il se met exactement au milieu du niveau de l'eau, eh ben, il voit tout. Ce qui est très pratique pour voir au-dessus de la surface et pour voir en dessous de la surface. Non mais c'est quand même fou. Ok. On a aussi ces poissons du genre Aeoliscus. Oh mais oh! Qui sont des poissons qui restent toujours à la verticale pour pouvoir bouffer ce qu'il y a dans les herbiers sous-marins. Il y a aussi une espèce dont le nom est Platax orbicularis. Les jeunes poissons, en fait, font semblant d'être des feuilles mortes. Ils reproduisent exactement le comportement d'une feuille qui se déplace comme ça au gré du courant. Donc ils vivent dans des mangroves, des endroits où il y a beaucoup de feuilles mortes. Donc ça colle. Voilà, là on a fait tous les vertébrés. À la louche, 70 000 espèces identifiées. Je fais ici des très grosses approximations, d'une part parce que le chiffre change tous les ans avec les découvertes, et d'autre part parce que vous allez vite vous en rendre compte, on n'est pas à 1000 ou 10 000 espèces près. Ce qui est important, ce sont les ordres de grandeur. Et chacun d'entre nous ne verra au cours de sa vie qu'une infime partie de la diversité de ces vertébrés, qui remplirait d'ailleurs tout juste un étage sur un mur de la bibliothèque. Mais au moins, ils ont le mérite d'être plus ou moins raccord avec ce qu'on a en tête quand on pense à des animaux. Le problème, c'est que sur ce même mur, il y a 6 autres étages remplis de livres qui ne sont pas des vertébrés, et il y a 3 autres murs aussi. Donc la question est, de quoi est constitué le reste de la bibliothèque ? Chez les animaux, tout ce qui n'a pas de vertèbres et qui n'est donc pas dans ce rayon-là de la bibliothèque est mis dans la catégorie invertébrés. Et ils sont nombreux, il y a environ 1,4 million d'espèces d'invertébrés, ce qui représente 3/4 de la bibliothèque. Alors, invertébré, ça veut rien dire pour un biologiste, ça veut juste dire animal sans vertèbres, et comme on le voit, ça représente l'écrasante majorité des animaux, donc ça n'a pas vraiment de sens de définir le groupe majoritaire, parce qu'il lui manque un truc d'un groupe minoritaire. C'est juste que nous, on a des vertèbres et on est extrêmement anthropocentrés. Et surtout, à l'intérieur des invertébrés, il y a des groupes extrêmement différents et extrêmement éloignés entre eux. On va pas trop s'attarder sur la phylogénie, mais regardez cet arbre phylogénétique des animaux. Nous, on est le petit truc qui s'appelle Craniata, qui est principalement constitué de vertébrés et qu'on partage avec quelques autres espèces qui sont pas des vertébrés. Le reste est composé d'animaux multicellulaires, donc comme nous, mais sans vertèbres. Et oh, que leurs formes sont variées. Des longs, des poilus, des lumineux, des en fractal, des tout en bouche, des tout ronds tout mignons, des symétriques, des rubans, des plats, des dentés, des perturbants, beaucoup de perturbants. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Il y a, comme le disait Darwin, une infinité de formes toutes belles. Dans ces invertébrés, on retrouve notamment ce siphonophore géant du genre Apolemia, qui est hallucinant, voilà. Il y a aussi les onychophores qui sont, tellement choux, c'est la mignonnerie même. Ça va être difficile pour moi de montrer la diversité de ce million d'espèces dans un laps de temps court, et encore moins sans faire une liste d'exemples un peu chiante. Ce que je peux faire en revanche, c'est vous montrer des organismes surprenants par grands groupes taxonomiques. Par exemple, les éponges ou porifera, dont on connaît bien leur forme de vase, présentent parfois d'autres formes inattendues, avec des lyres ou des arbres avec des balles de ping-pong. Ouais. C'est ce bordel ici. Dans le groupe des méduses, il y a certains organismes qui ont réinventé la voile et d'autres qui vivent dans des colonies gigantesques. Et leurs cousins, qui s'appellent les cténaires, sont vraiment des créatures marines qui semblent venir d'un autre monde. On voit qu'ils se déplacent avec des cils qui battent comme ça et ils avalent les autres espèces et ils les digèrent à l'intérieur de ce grand sac, quoi. Il y a une diversité de formes chez les cténaires qui est juste hallucinante. L'image qu'on a en fait des cténaires, c'est vraiment la délicatesse même. Et tout ça semble vraiment venir d'un autre monde. Prenez les mollusques par exemple. Il y a environ 80 000 espèces qui sont décrites, et ce que nous on en connaît, ce sont principalement les moules, les escargots et les poulpes. Mais les mollusques, c'est aussi ce type de mignonnerie absolue, ou cette choupinesse là, c'est trop mignon. Ou des trucs un peu moins mignons, comme ce kython géant dont on voit ici la bouche des enfers. Je
cette merde! Dans ce très grand groupe, il y a aussi des prédateurs transparents qui piègent leurs proies vivantes avant de les digérer. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Il y a aussi des trucs poilus, des organismes très photogéniques et d'autres qui le sont un tout petit peu moins. Bien sûr, là j'ai choisi beaucoup d'espèces avec une morphologie un peu étonnante et beaucoup d'entre elles sont moins exotiques en surface. Leur mode de vie, leur mode de reproduction ou leur histoire évolutive peuvent être tout aussi fascinants sans que l'animal ne soit multicolore. Les mots sont aussi souvent très trompeurs. Lorsqu'on dit ver, on imagine que les organismes qui ont cette forme appartiennent au même groupe, alors que pas du tout. La nature a de toute évidence un énorme fantasme pour la morphologie en forme de tube, et on la retrouve un peu partout chez les animaux dans des taxons qui sont très éloignés entre eux. Par exemple, ces vers sous-marins qui sont des polychètes, il y en a une diversité hallucinante, en particulier dans les abysses, et on voit qu'il y en a qui sont fixés, et puis il y en a d'autres qui nagent, des gros trucs qui se tortillent, des vers des enfers, des trucs ronds qui flottent là. À côté de ça, on a les entéropneustes, on dit aussi que ce sont des vers, qui font partie des hémicordés, mais eux, en termes phylogénétiques, ils sont plus proches des étoiles de mer, par exemple. Et à côté de ça, encore, là, c'est un ver qui est un platelminthe, donc c'est ce qu'on appelle un ver plat. C'est un ver parasite qui vit dans les branchies des poissons. C'est quelque chose dont on avait parlé dans la BD qu'on a fait avec mon frère, parce que c'est une forme d'animal extrêmement romantique. Les individus, en fait, se rencontrent quand ils sont au stade de larve, ils se collent et ils grandissent ensemble. Ils restent collés ainsi toute leur vie. Une vraie relation monogame pure et dure. Mais moi je veux faire l'amour! Voilà, donc là, le mot ver nous donne un faux sentiment de familiarité. On croit qu'on sait ce que c'est un ver, alors que non, dans aucun cas on sait ce que c'est un ver. Venons-en au gros groupe qui va remplir une bonne partie de notre bibliothèque, les arthropodes. Araignées, crustacés, mythes, ce sont des groupes sur lesquels on va pas trop s'attarder, hélas, pour aller directement vers l'un de ces sous-groupes, les insectes. Ce taxon-là représente la moitié de la bibliothèque. Au moins 1 million d'espèces recensées, et dans ce million d'espèces recensées, près de la moitié sont des coléoptères. Dans le tas, beaucoup ont cette forme de carapace ronde que vous imaginez, mais d'autres, absolument pas. Par exemple, chez les Platerodrilus, on a cette espèce de forme toute plate et assez longue qu'on imagine plutôt chez un scolopendre. Il y a aussi Cibister laterali marginalis, Camolax! qui ressemble pas du tout à un scarabée pour le coup là. Vraiment, c'est. Il y a aussi des espèces qui nous font des blagues, genre Emus hirtus, qui ressemble vraiment à une abeille. C'est pas une abeille, c'est un coléoptère. Allez, quelques dernières pour finir. Trachylophorus girafa. Très long cou, j'aime beaucoup. Charidotella sexpunctata, toujours un scarabée. Alors ce qui est marrant, c'est que quand elles sont en forme de larves, elles accumulent sur elles de la crasse et puis leurs propres excréments pour faire fuir les prédateurs, donc c'est pas très mignonne. Mais après, elles deviennent ça, et donc ça, c'est cool. Et toutes ces espèces sont des coléoptères. Pensez-vous toujours savoir à quoi ressemblent les scarabées ? Non. Bon, finissons rapidement de remplir la bibliothèque. Il ne reste plus beaucoup de place de toute façon, hein, parce que ces insectes ont tout pris. Il y a environ 350 000 espèces de plantes décrites, des filandreuses, des étranges, des patraques, etc. etc. Je vais pas m'attarder sur cette branche du vivant. Branche. Parce qu'on y passera bien quelques épisodes consacrés un jour. On va aussi passer très rapidement sur les champignons. Pareil, on va en reparler très rapidement, un jour. Et là, il y a environ 100 000 espèces de recensées. Donc champignons et plantes prennent quasiment tout un mur. Le reste du quasiment est occupé par de très nombreux organismes unicellulaires qui étaient autrefois fourrés dans un groupe fourre-tout qu'on appelait les protistes. Et ils ont des noms absolument parfaits pour la ASMR. La Pyratulobicetes. La Pusomodonta. Phaetamniophycée. On dirait des noms de MST. Malgré le fait qu'il ne soit fait que d'une seule cellule, ces organismes présentent une diversité qui est impressionnante en termes de morphologie et de comportement. De façon incroyable, certains ont développé ce qu'il faut bien appeler des organes ou des organelles, comme des yeux rudimentaires, des dents, des coups extensibles, des épines, des brosses rotatives ou même des flingues. Ouais, ce truc envoie des projectiles sur ses proies. Bref, il y a de la vie en bas et elle est absolument folle. Ok, petite pause. Ça fait beaucoup. Prophecy is true. Yeah! Tout ça ne concernait que les espèces identifiées d'eucaryotes, pour lesquelles un biologiste a enregistré leur petit nom latin dans des bases de données comme Catalogue of Life. Faut d'ailleurs savoir que la plupart des chiffres que j'ai donnés sont sujets à discussion, parce que on a du mal à savoir combien d'espèces sont dans les catalogues. Le grand projet de classification du vivant dure depuis des centaines d'années, et il arrive que la même espèce soit enregistrée sous 2 noms différents par exemple, ou que 2 espèces qui se ressemblent portent le même nom parce qu'on n'arrive pas à les distinguer. Mais surtout, notre bibliothèque n'est pas complète.
Premièrement, il manque les bactéries, les virus, les archées. Pour celle-ci, il faudrait une autre salle entière, au moins. Ou peut-être des milliers de salles entières. On sait pas vraiment. Et deuxièmement, et surtout, là on n'a parlé que des espèces connues, recensées, qui ne sont qu'une infime partie de celles qui existent. Combien sont-elles réellement alors? Eh ben, on sait pas trop. Il y a plusieurs méthodes différentes pour estimer la taille de ce continent vivant qui reste à explorer, et elles donnent toutes des résultats très différents. De 5 millions d'espèces au total, auquel cas il faudrait juste rajouter une salle et demie en plus à notre bibliothèque, jusqu'à 1 billion d'espèces au total, auquel cas il faudrait rajouter 500 000 salles de plus à notre bibliothèque. Borges serait fier. Une dizaine de méthodes existent pour trouver une idée du nombre d'espèces totales, qui vont de on demande un chiffre à plein d'experts et on fait la moyenne, à j'ai remarqué que dans la forêt que j'étudie, il y a 6 fois plus d'espèces de champignons que de plantes, donc si on applique ça pour la planète, on n'a qu'à multiplier le nombre d'espèces de plantes par 6, et hop, on a celle des champignons. Du coup, on n'a qu'à faire pareil pour toutes les autres formes de vie. J'exagère un petit peu, mais c'est nécessairement du doigt mouillé, et basé sur un ratio connu localement qu'on extrapole à l'échelle de la planète. On peut regarder toutes les espèces d'un endroit donné, on compte celles qu'on connaît, celles qu'on connaît pas, et on fait l'hypothèse que le ratio entre les deux est à peu près le même partout. Une autre méthode consiste à compter le nombre de niveaux taxonomiques supérieurs, donc les familles, les ordres, les classes, et ainsi de suite, et de prédire le nombre d'espèces qu'il y a dans chacune d'entre elles. En sachant qu'il y a X classes et Y familles et W embranchements, on arrive à déduire avec un modèle qu'il y aura Z espèces. La méthode qui donne le billion a été largement critiquée et généralement la plupart des résultats tournent entre la petite dizaine de millions d'espèces et quelques dizaines de millions d'espèces. En partant sur 10 millions, parce qu'on ne prend pas de risque, et sachant qu'on découvre 18 000 espèces chaque année, on en a pour au moins 400 ans pour tout répertorier. Et il faudra 4 autres salles du même style pour stocker tous les bouquins. Maintenant, deux choses. On ne découvre plus beaucoup de mammifères, et globalement, notre rayon des vertébrés n'est clairement pas celui qui va s'allonger le plus avec les nouvelles découvertes. Voici ce qu'on connaît actuellement, et voici là où on estime qu'il y aura des nouvelles espèces. Il faudra de nombreuses autres salles à cette bibliothèque, ouais, mais les espèces qui nous sont familières comme les vertébrés n'en feront pas partie. Ces salles seront majoritairement remplies de champignons, de protistes et de nouveaux insectes. Les animaux que nous connaissons bien, eux, resteront dans leur rayon, dans la première salle. Autrement dit, notre perception du monde vivant est encore plus biaisée lorsqu'on prend en compte ce qu'il reste à découvrir. Nous n'effleurons que la mince couche de neige sur l'iceberg de la biosphère, et c'est assez hallucinant de se dire que l'ensemble de ces espèces sont menacées par une seule page dans un seul des bouquins d'un seul des rayons. Et d'ailleurs, il est bien possible qu'on n'arrive pas à découvrir l'ensemble de ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Pour une personne normale qui lit environ 250 mots par minute, donc on va dire une page, une espèce, il faudrait donc 57 ans de lecture à raison de 8 heures par jour et 10 millions de pages à lire pour faire toute la bibliothèque. 57 ans. C'est pas mal. Mais le problème, dans ce contexte, c'est qu'il y a des pages qui disparaissent au fur et à mesure. Et en plus de ça, une partie de la bibliothèque est en flammes. Et certaines des pages auront disparu avant même que la personne puisse poser les yeux dessus. Et perso, j'ai vraiment envie de découvrir toutes les cellules uniques, incroyablement délicates, ou les poulpes trop mignons que la biosphère peut nous montrer. Merci à toutes et à tous. Salut, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si tout va bien, je suis en ce moment au milieu du Pacifique avec une expédition du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Salut Loïc! Ces vidéos sont donc mises en ligne sans que je sois là, c'est beau la technologie. Si vous voulez suivre un peu l'actualité de l'expédition, vous pouvez toujours tenter de me suivre sur Instagram, voir si je poste pas une story ou deux à l'occasion. Bref, tout ça pour dire que cet épisode est sponsorisé, et vous savez ce que je vais vous dire. Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. C'est original. Eh ouais. Grâce à ce service, vous pouvez abolir le concept de géoblocage, donc des frontières sur Internet. Avec des milliers de serveurs dans plus de 60 pays, vous pouvez faire comme si vous étiez connecté dans la région du monde qui vous intéresse, par exemple l'Arabie Saoudite. Et donc vous pouvez avoir accès au contenu de ce pays sans aucune limite de bande passante, même si j'ai aucune idée de ce qui se fait là-bas. Vous pourrez profiter d'une grosse réduction sur leur abonnement de 2 ans en allant sur nordvpn.com/dirtybiology. Vous pouvez aussi gagner un mois supplémentaire en entrant le code dirtybiology. Et enfin, vous avez 30 jours pour vous décider, c'est satisfait ou garanti, donc c'est à la cool. Voilà, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!